Dans la presse, il y a aussi beaucoup la réforme du bac, les réformes de Jean-Michel Blanquer. Non, il n'y a pas aussi beaucoup, il n'y a que ça. Oui, il n'y a que ça, voilà. Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas beaucoup de sujets, c'est même assez frappant, c'est sujet unique ce matin. C'est extraordinaire, je vais vous faire un petit peu un panorama des unes de la presse. Regardez, c'est quand même étonnant. Donc les Échos, Macron lance son Big Bang éducatif. La Croix, bac et lycée, le Big Bang. Il y a quand même une originalité dans le choix des mots. Le Figaro, Blanquer s'impose comme l'atout réformateur de Macron. L'Opinion, Blanquer décroche son bac Paul. Oui, Libération, bac, un totem est tombé. Le Point, carrément, le vice-président. Valeurs actuelles, la nouvelle star. Non, je t'ai plus, quoi. Non, je t'ai plus. Kim Jong-un est battu. Exactement. Et pourtant, là aussi, il y a un sujet sur les cheveux. Donc, le Parisien nous rappelle cette phrase de Xavier Darcos, le bac c'est comme la tour Eiffel, ça ne sert à rien mais c'est impossible à démontrer. Eh bien visiblement, il y en a un qui est en train de réussir. Alors qui est Jean-Michel Blanquer, se demande le Parisien, cet homme que c'est vrai seuls les spécialistes de l'éducation connaissaient il y a encore un an. Alors on nous parle dans le Parisien de son côté cordial, très à l'écoute, et devinez qui dit ça? Des syndicalistes enseignants. Non, oui, il y en a même un qui souligne, vous arrivez, il vous apporte le café. C'est merveilleux. Bon, alors l'Est républicain nous parle d'un perla moral dont on mesurera bien un jour l'épaisseur de la carapace à l'épreuve de la rue. C'est-à-dire qu'on sent que l'Est républicain espère presque qu'enfin il y aura des gens dans la rue. Pour l'instant, il n'y a personne. Alors évidemment, Libération revient. Je vous avais parlé hier de cette espèce d'obsession des inégalités. Eh bien, c'est de retour, et alors là, sur 4 pages. C'est-à-dire toujours la même idée. Pour Libération, la seule chose qui compte, c'est de savoir si ça ne va pas renforcer les inégalités. Elles sont déjà au top. Nous sommes le pays le plus inégalitaire en matière de système éducatif. Mais Laurent Geoffrin nous dit l'expression orale est un discriminant, sauf si les critères de jugement tiennent compte des différences de code entre classes sociales. C'est une question d'exécution et non de principe. Donc si on vient en survêt, on a 2 points de plus pour compenser. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même adapter. On va arrêter quand même d'essayer d'évaluer le niveau des élèves. On va regarder de quel milieu social ils viennent. Et en fonction de ça, on adapte la notation. C'est tellement plus simple. Alors voilà, la question, c'est du coup, qu'est-ce qu'on juge en effet? Est-ce que l'élève est sympathique? Est-ce que l'élève est motivé? Ça devient très flou. Alors dans l'opinion, vous avez la position inverse avec Jean-Paul Brigelli, donc essayiste sur les questions d'éducation, professeur, qui dit la méthode Blanquer consiste à glisser le fer là où ça se sent le moins. C'est-à-dire qu'en gros, il est extrêmement malin, Jean-Michel Blanquer. Mais pendant ce temps, souligne Jean-Paul Brigelli, dans les ESPE, les fameuses écoles du professorat, les néoprofs qui tentent de transmettre des savoirs à leurs élèves se font démolir au nom d'idéologies pédagogiques qui ont déjà fait la preuve de leur nocivité. Le prochain combat de Jean-Michel Blanquer, ce sera donc la formation des enseignants. Alors l'Alsace est plus pragmatique. La seule certitude est que le bac permettra à l'État de réaliser des dizaines de millions d'euros d'économies. Assurément, le ministre sait parfaitement compter. Les dernières nouvelles d'Alsace vont dans le même sens. Le modèle prôné, donc c'est celui du lycée modulaire à l'anglo-saxonne, matiné d'un soupçon d'influence italienne. Et il faut lire l'éditorial des Échos pour bien comprendre ce que ça signifie tout ça. Intitulé L'école libre. Alors en fait, d'être libre, Jean-Francis Pécresse souligne qu'il y a un abandon de cette idée de départ qui était d'organiser en semestre. Donc Jean-Michel Blanquer a un peu reculé, mais au fond, c'est la même philosophie. Le découpage en semaines, nous dit Jean-Francis Pécresse, ne permettra pas de constituer des emplois du temps avec tronc commun et spécialité. Donc on va aller vers quoi ? L'annualisation du temps de travail des professeurs, qui n'a jamais pu être mise en place depuis 1950, mais cette fois-ci, peut-être que ça pourrait se glisser sur un malentendu. Et Jean-Francis Pécresse, alors là, se fait plaisir puisqu'il envisage même la bivalence des professeurs, c'est-à-dire le fait qu'ils vont être obligés un jour d'enseigner 2 matières, et le regroupement de lycées en petites universités. Donc l'élève ira faire telle matière dans tel lycée, telle matière dans tel autre. Alors là, c'est vraiment... Voilà, donc école plus libre qu'aujourd'hui, nous dit-il. Plus libre, on ne sait pas, mais moins cher, ça, certainement, et c'est un début. Oh bah tant mieux. Il n'y a pas que le visage de Jean-Michel Blanquer, quand même, dans la presse ce matin. Il y a d'autres visages, comme ceux de Gérald Darmanin ou de Nicolas Hulot, qui sont en une de l'Obs. Mais oui, parce que l'Obs se pose la question, faut-il tout balancer? Il parle des dangers du tribunal médiatique. À propos de l'affaire Hulot, il titre même « Histoire d'un dérapage ». Il parle du pchit, du Jérém Stargate et souligne qu'il y a eu retrait de plainte. Maître Henri Leclerc s'émeut que les hommes soient aujourd'hui cloués au pilori par une justice d'opinion. Et Raphaël Enthoven a cette phrase très intéressante, ce n'est pas la transparence qui nous intéresse, mais le dévoilement. Le sentiment qu'on nous dévoile quelque chose l'emporte sur l'importance de la chose même. Ouais.
Et sauf que juste après, il y a Caroline de Haas, et alors là on n'est pas déçu, parce que l'interview est quand même assez fascinante. Caroline de Haas nous dit « Aujourd'hui, il est admis qu'une femme sur 2 a été victime de viol, d'agression ou de harcèlement. En revanche, ce qui n'imprime pas, c'est la conclusion qu'il faut en tirer, à savoir qu'un homme sur 2 ou 3 est un agresseur. Logique infaillible. Donc, messieurs, comptez-vous. On y est. Alors, dans l'autre sens, eh bien, il y a dans la chronique livre du Figaro, c'est Éric Zemmour qui signe la chronique livre, il nous parle de 2 livres passionnants. D'abord, un qu'il faut lire, qui est le livre de Pierre Chauderlot de Laclos, qui s'appelle De l'éducation des femmes, parce que Laclos était un des plus grands féministes qui soit, il a beaucoup réfléchi à ça. Et je vous conseille de lire ce livre. Et puis il y a aussi celui de Peggy Sastre, une des auteurs de la fameuse pétition des femmes, et elle sort un livre, Comment l'amour empoisonne les femmes, avec des phrases qui, à mon avis, vont faire réagir un peu. Par exemple, celle-ci. Si environ 5,5% de la population féminine générale n'est pas exclusivement hétérosexuelle, le pourcentage s'élève à près de 45% chez les militantes féministes. N'en tirez aucune conclusion sur l'orientation de la vision de l'homme. Et cet autre, le sexe féminin redevient un sanctuaire identitaire à protéger à tout prix, puisqu'on nous raconte que la moindre intrusion, commençant par certaines, dès la parole, dès le regard, est susceptible de le ruiner. Alors, Éric Zemmour critique ces livres, ils sont assez intéressants. D'un mot très vite, l'article du jour. L'article du jour. Un dealer brésilien enlève 2 infirmières et les force à vacciner des pauvres contre la fièvre jaune. C'est sur Ulysses, il faut lire ça. Le gouvernement veut immuniser 20 millions de personnes, donc 10% de la population, mais évidemment pas les pauvres. Alors il enlève les infirmières et il leur fait vacciner dans les favelas. Natacha Polony. Oui, les narcotrafiquants. Oui, c'est ça, sans filtre, tous les matins dans La République.